Merci de nous retrouver dans cette autre émission de Café Débat en ce lundi début de semaine. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Au cœur de débats houleux en ce moment autour de la question de constitution, évidemment, de troisième mandat, il y a cette rentrée scolaire qui s'effectue, évidemment, qui passe en quelque sorte inaperçue, avec bien sûr des problèmes en filigrane. Et c'est pour cela que nous attirons l'attention des uns et des autres sur les contextes de cette rentrée scolaire cette année. Et qu'est-ce que les enseignants ont comme problème? Est-ce que les différends entre le gouvernement et les enseignants ont été résolus avant cette rentrée scolaire? Nous essayons donc d'en parler et là-dessus nous donnons la parole à Pépé Michel Balamou, qui est secrétaire général du syndicat national des enseignants. Il va donc nous parler de cette situation, sans oublier que le 5 octobre aussi a été célébrée la journée mondiale de l'enseignant. L'opportunité, l'occasion pour les acteurs du secteur de l'enseignement de pouvoir remettre sur la table tous les problèmes que les travailleurs du monde de l'éducation connaissent. Là-dessus aussi, nous reviendrons puisque le syndicat national des enseignants, dont Pépé Michel est le secrétaire général, a donc soumis un cahier de charges au gouvernement au nom des enseignants. Et il est donc déjà sur ce plateau. Pépé Michel, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci bien, Mamadou Diallo, et merci à vos millions de téléspectateurs. Merci une fois encore de la disponibilité. Avant donc d'aller dans le vif des sujets, il faut rappeler que le monde syndical donc est en deuil. Et une perte non des moindres. Il s'agit d'un grand syndicaliste qui a plusieurs années d'expérience dans le monde syndical, on va dire maintenant des décennies. Il s'agit de monsieur Mamadou Mansaré, qui était jusque-là secrétaire général adjoint de la CNTG et en même temps président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mamadou Mansaré, qui a été très très actif sur le terrain syndical, le terrain des revendications pour le bien-être des travailleurs, jusqu'à son dernier souffle. On l'aura vu donc en train de se battre, de demander l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, et donc qui a finalement rendu l'âme. La maladie donc a eu raison de lui. Vous êtes de la nouvelle génération des syndicalistes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme Mamadou Mansaré, donc qui vient de rendre l'âme? C'est une très triste nouvelle, d'autant plus qu'on s'est réveillé avec cette information du décès du camarade général Mamadou Mansaré, qui fait partie de la génération des syndicalistes, au même titre que feu Dr Ibrahima Kourouma, Hagia Rabiatou Sera Diallo, et tant d'autres grands syndicalistes qui ont œuvré dans la lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de façon générale. Et c'est une grande perte pour le monde syndical guinéen et pour tout le peuple de Guinée. Au nom du syndicat national de l'éducation et au nom de tous les enseignants syndiqués à notre structure, nous présentons au peuple de Guinée, au monde syndical, à sa famille syndicale et biologique, nos condoléances les plus attristées, que son âme repose en paix. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde du syndicalisme fait objet de beaucoup de critiques à un moment donné. Certains pensent qu'on ne défend plus sincèrement les droits des travailleurs comme il se doit. Ceux qui sont au premier rang défendent ou surfent sur l'intérêt de la masse des travailleurs pour assouvir leurs intérêts, mais il y en a quand même quelques-uns qui font l'unanimité en termes du travail qu'ils font, sincèrement. Alors, de ce point de vue, qu'est-ce que vous devriez retenir de l'homme, retenir de bon de Mamadou Mansaré qui s'en va, comme expérience syndicale qu'il aura laissée à la nouvelle génération syndicaliste? Oui, c'est vrai, actuellement, le monde syndical, comme vous le dites, est foncièrement caractérisé par un enrichissement illicite de certains leaders syndicaux qui s'enrichissent illicitement par le biais d'une exploitation éhontée des enseignants, par exemple, et qui s'offrent des luxueuses villas, et alors qu'aujourd'hui, le syndicalisme, c'est du bénévolat, c'est le don de soi
pour espérer obtenir de la partie gouvernementale des moyens permettant à la couche laborieuse de connaître des meilleures conditions de vie et de travail. Mais nonobstant cette pléiade de corrompus au niveau du syndicalisme guinéen actuellement, le camarade Mamadou Mansaré fait partie de ces nobles syndicalistes qui ont en quelque sorte lutté avec une conviction syndicale hors pair pour faire en sorte que le paysage syndical ait ses lettres de noblesse, surtout s'il y a quelque chose de particulier, dans les combats. S'il y a quelque chose de particulier que vous avez retenu de Mamadou Mansaré dans sa lutte syndicale, à quelques moments de son parcours que ce soit, depuis que vous l'avez connu, quel est cet instant, quel est cet aspect de son parcours, de son combat qui aura retenu votre attention? Ce parcours, c'est pas ça qui aura foncièrement retenu mon attention, porte sur la conviction de l'homme, la constance de l'homme dans le combat. Il a été syndicaliste, il était au niveau de la CNTG. Nullement cette centrale syndicale mère, qu'il faut le dire, qui a été même la centrale syndicale du feu président camarade Ahmed Sékou Touré, qui a été le premier secrétaire général de la CNTG. Donc, depuis qu'il est là, il a été constant avec tous les secrétaires généraux qui y sont passés, et à son temps, franchement, il était la cheville ouvrière de la... Quand vous partez au niveau de la CNTG, on va vous le dire, c'était l'homme de l'ombre de la CNTG, c'était la cheville ouvrière, c'est celui-là qui menait toutes les activités presque. Et voilà que pendant même les heures de la haute contestation au niveau de janvier-février 2007, l'homme a été toujours à l'avant-garde du combat et son nom n'a été nullement cité sur des malversations de corruption par rapport à un détournement de voies de grève en faveur du gouvernement. Et donc, ce combat noble, cette constance dans le combat syndical, cette maîtrise de la chose syndicale, parce que c'est un syndicaliste dans l'âme, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le syndicalisme, et aujourd'hui c'est une grande perte, c'est un grand vide qu'il crée au niveau de la CNTG, au niveau du syndicalisme et au niveau même du peuple de Guinée par rapport à l'immensité de son talent quant à la résolution de certains conflits dans les négociations et autres. Et je crois que la nation lui doit honneur et vraiment un grand honneur, et je crois que des funérailles dignes doivent être organisées à la hauteur de sa portée vraiment magnifique qu'il a pu apporter à notre société. Voilà donc le monde syndical guinéen qui perd un de ses grands acteurs, qui a un long parcours, une riche expérience de lutte syndicale pour le bonheur des travailleurs guinéens. Jusqu'à son dernier souffle, il a donc dû se battre d'année en année, jour pour jour, pour donc dans chaque entité, qu'elle soit publique ou privée, que les droits des travailleurs soient respectés. Et donc Mamadou Mansaré, donc, qui a rendu l'âme, comme il vient de le dire, la nation lui doit un grand honneur, et ça c'est du devoir maintenant du gouvernement guinéen de le faire ou non. Et là-dessus, nous observons justement cet hommage-là à l'endroit de monsieur Mamadou Mansaré. Le temps de passer donc à cet autre sujet, toujours en parlant des enseignants. Le 5 octobre donc a été célébrée la journée mondiale de l'enseignant. Alors vous avez profité de cette journée mondiale pour élaborer un cahier de charges que vous avez adressé au gouvernement. C'est quoi ce cahier de charges? Qu'est-ce qui est contenu là-dedans? Bien, la journée mondiale de l'enseignant a été instaurée par l'UNESCO en commun accord avec l'OIT et l'International de l'éducation. Chaque 5 octobre, cette journée consiste à faire, contrairement à ce que l'on pense que ce soit une journée festive, on n'est pas dans une journée festive, mais c'est une journée de réflexion, de diagnostic des maux et des risques liés à l'exercice de la profession d'enseignant, essayer de revaloriser le statut professionnel des enseignants, voir en quelque sorte les modes de recrutement, les conditions de travail, les conditions de vie, les salaires, les logements, la prise en charge de l'évacuation sanitaire, la dotation en denrées de première nécessité. Donc voilà des périodes de réflexion et d'action syndicale que l'on doit mener pour montrer à la face du monde que le métier d'enseignant est un métier noble. Et donc cette année, le thème était axé sur
les jeunes l'avenir de la profession. Et lorsqu'on dit les jeunes l'avenir de la profession, c'est qu'on a voulu que des jeunes s'engagent et la vocation sacerdotale d'enseigner. Et parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que ce monde est devenu vieillissant. Et il n'y a que des anciens qui sont déjà fatigués. Et donc, il faut créer la vocation. Et pour créer une nouvelle vocation, il faut créer des meilleures conditions de vie et de travail. Il faut que ce secteur-là soit un pôle d'attraction. Que les jeunes choisissent comme premier métier d'enseigner. Mais aujourd'hui, le constat est que dans notre pays, l'enseignant est un laissé-pour-compte. Et que le choix de l'enseignement ne soit pas un choix par défaut, de la part des jeunes notamment. Voilà, justement, il faudrait que les jeunes viennent à l'enseignement par vocation et non pas par nécessité. Parce que quand ils viennent par nécessité, c'est juste pour trouver un emploi. Et aujourd'hui, dans notre pays, c'est ce que nous remarquons. Ça devient un tremplin. Ceux qui ont fait médecine, ceux qui ont fait les finances publiques et autres là, par défaut d'avoir un emploi, disent, eh bien, pourquoi je ne peux pas aller enseigner, le temps pour moi d'arrondir les angles à chaque fin de mois, payer mes loyers et autres là, ou bien pourquoi ne pas accéder à la fonction publique via l'éducation, et une fois à l'éducation, je peux essayer de changer de département. Donc voilà tous ces facteurs qui sont de nature à ne pas encourager. Et si nous ne prenons pas garde, c'est qu'on risquera d'aller prendre la sémence professorale dans la sous-région pour venir enseigner en République de Guinée. Puisque aujourd'hui, la vocation est très rare et ceux qui y viennent par nécessité et non par vocation. Et l'État ne fait absolument rien pour améliorer les conditions de vie et de travail. Peut-être les traitements salariaux par endroit ont bougé, mais le coût de la vie n'a pas suivi, le pouvoir d'achat est faible et plus on augmente les salaires, plus les prix des denrées de première nécessité flambent sur le marché, ce qui fait en sorte que l'enseignant ne sent pas d'incidence visible, réelle, sur l'augmentation de ce salaire qui vient d'être fait. Donc, il est question que le gouvernement nous valorise, nous respecte, en créant très rapidement des conditions de vie et de travail qui incitera les jeunes à venir vers cette profession. Donc c'est cette... on va dire, demande, cette réclamation que vous avez mis dans ce, comment on va dire ça, dans ce cahier de charge. Non, bon, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au cahier de charge, c'est le constat, le constat que nous sommes en train de faire. Alarmant, la situation, le constat alarmant. Très bien, le constat alarmant. Donc à la suite de ce constat, que, si vous permettez, aujourd'hui, l'enseignant, c'est le parent pauvre. L'école n'est pas en quelque sorte la priorité de ce gouvernement. Parce que quand on dit une priorité, il faudrait que la norme, le standard sous-régional du budget alloué à l'éducation n'est pas respecté chez nous. Parce que si vous accordez 12 à 13% du budget national, étant donné que dans la sous-région, les gens sont entre 25 et 40%, ça veut dire que ce n'est pas une priorité. Donc, pour que ce soit une priorité, il faudrait que de l'argent soit investi à l'école. Pour que ce soit une priorité, il faudrait que la politique soit extirpée de nos écoles. Aujourd'hui, les nominations se font sur la base d'ascension politique. Aujourd'hui, on ne nomme plus les gens à partir de leurs compétences, puisqu'avant c'était les APS. On ne nomme plus les professionnels de l'éducation. Les professionnels de l'éducation. On ne nomme plus ceux qui ont la maîtrise réelle de la situation, mais on nomme des militants. Et lorsque vous en faites ainsi, oui, on peut nommer des militants parce que chaque parti politique vient avec ses cadres. Mais au sein du parti au pouvoir, on peut trouver d'autres cadres aussi compétents et qui sont enseignants, qui peuvent maîtriser la situation. Mais aujourd'hui, la politique s'est installé dans nos écoles. Et tant que... disons qu'on nomme les propagandistes. Bon, je ne dirais pas des propagandistes, mais... Pas des professionnels de l'éducation. Je ne dirais pas aussi pas des professionnels, mais il y a des professionnels qui sont nommés, mais le pourcentage est très faible. Bien. Donc le pourcentage est très faible. Donc il faut faire en sorte que l'éducation soit dépolitisée. Si l'éducation... Parce que si ce n'est pas dépolitisé, certains vont être nommés. Et ceux qui sont là comme enseignants, qui ont fait 15 ans, 20 ans d'enseignement, qui ont toute la compétence pédagogique, qui ont toute l'expérience nécessaire pour devenir proviseurs, principaux, inspecteurs et autres, la directeur national ou secrétaire généraux, et qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas accéder à ces postes, et ils viennent à l'école malgré eux. Donc il y a un facteur de démotivation. Bien. Alors qu'avant, les gens occupaient des postes en fonction de leur ancienneté, en fonction de leurs compétences, en fonction de leur maîtrise de l'outil pédagogique, et à partir de là, dès qu'on les nomme, ceux qui sont là sont obligés de les obéir. Aujourd'hui, beaucoup de
chefs d'établissement, beaucoup d'administrateurs scolaires ne sont pas respectés par leur enseignant. Parce que l'enseignant voit d'abord que celui-là qui est nommé n'est pas nommé sur la base d'une compétence, n'a pas plus d'expérience que lui, et que lui, il méritait mieux d'être à ce poste que lui. Donc quand c'est comme cela, donc si on veut aider des militants, si on veut aider des proches, il y a d'autres départements qu'on peut les muter là-bas. Mais l'éducation, c'est comme l'âme d'une nation. Alors qu'est-ce qu'il y a clairement dans ce cahier de charge que vous avez adressé au gouvernement à l'occasion de la journée mondiale de l'enseignant, après avoir fait tout ce constat si alarmant? Très bien. Vous savez, le syndicat national de l'éducation est un syndicat qui défend le travail et le travailleur. Donc, nous avons d'abord essayé de mettre un accent particulier sur l'école. Il n'y a pas d'école à l'intérieur. Jusqu'à présent, la Guinée est de ces rares pays au monde où des gens sont obligés de construire des campements, des toits, des hangars pour suivre des cours. Il n'y a pas 3 jours. Il n'y a pas 3 jours, justement. Il y a un politicien qui nous brandissait une photo ici d'une école dans Tougué, où les enfants sont entassés dans une sorte de hangar pour étudier. Et ça, c'est dans Tougué. Justement. Mais, paradoxe. Le gouvernement pourtant sort des statistiques qui révèlent qu'il y a des milliers, des centaines de milliers d'écoles qui ont été construites. Justement, on n'a pas de 6000 salles de classe, mais partout où vous partez, vous ne voyez pas ces 6000 salles de classe. Nulle part, vous verrez la traçabilité de ces 6000 salles. Donc le premier point de ce cahier de charge, c'est la construction de nouvelles écoles et leur équipement. Bien. La rénovation également des établissements qui sont en état de vétusté avancée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des écoles aujourd'hui qui suintent. Dès qu'il pleut, ça devient une mare. Absolument. Donc les enfants ne peuvent pas y habiter pour recevoir n'importe quel cours. Nous avons également parlé comment on appelle ça, de la revalorisation du statut particulier de l'enseignant. Vous savez, au lendemain des grèves de janvier-février 2007, un statut particulier a été signé. Mais ce statut particulier qui a été signé par des syndicalistes. Aujourd'hui, les enseignants envient les magistrats. Alors que les magistrats, en signant leur statut, ils ont été responsables. Parce qu'ils ont dit des sommes qui peuvent aller entre 6 millions et 15 millions. Mais nous, nos syndicalistes, qui nous ont aidés à élaborer ces statuts particuliers, n'ont pas été vraiment conséquents, n'ont pas été futuristes. Parce qu'ils ont dit des sommes minables. Prime de crédit, 140 000, et prime de documentation, 300 000, et prime de préparation, 50 000, etc. Maintenant, aujourd'hui, le coût de la vie est très élevé. C'est des sommes dérisoires. C'est des sommes dérisoires qu'ils ont proposées. Et ce n'est pas autre personne qui a proposé, ce n'est pas le gouvernement, c'est nous-mêmes syndicalistes qui avons fait ça et soumettre ça au gouvernement, et le gouvernement a validé. Maintenant, aujourd'hui, l'article 100 de ce statut de l'enseignant dit suffisamment qu'au cas où le niveau de vie est élevé et que les conditions, le pouvoir d'achat de l'enseignant est faible, le gouvernement et les syndicats de l'éducation peuvent se rencontrer pour réévaluer. Donc faire un réajustement. Un réajustement de ces primes-là en fonction des réalités économiques de l'instant, du pouvoir d'achat de l'enseignant. Donc nous l'avons dit. Également, nous avons parlé des écoles privées. Aujourd'hui, le secteur de l'éducation est le seul secteur privé qui est resté pour compte, surtout au niveau du secondaire. Il y a des fondateurs cupides qui rançonnent les parents d'élèves avec des scolarités exponentielles et qui refusent de bien payer des enseignants, qui refusent même de signer des contrats. Parce que dans la législation du travail, il est dit que lorsque un enseignant a fait 2 ans chez vous, vous pouvez maintenant signer un contrat avec lui. Soit maintenant un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Il ne paye même pas les jours fériés, il ne paye même pas les jours où l'enseignant tombe malade, ou les jours de perturbation, les vacances ne sont pas payées. Alors que les parents d'élèves s'acquittent normalement de cela. Donc il faut que le ministère du Travail réglemente le secteur du privé, comme ils l'ont fait pour les universités privées. Il faut qu'il y ait un regard. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui crée une école privée. Parce qu'il y a même des concessions qui sont transformés en école, et vous allez voir, la famille du fondateur est là, et les cours se poursuivent par là. C'est du commerce. Donc l'État a complètement démissionné. Nous avons mis un accent particulier sur ça. Nous avons mis également l'accent sur la situation des enseignants contractuels qui ont sauvé l'école de la République
cette année et l'année passée. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a pas une certaine lisibilité dans le traitement. Donc malgré que le président a dit l'année dernière, bon oui, c'est un discours politique. A dit au ministre de s'occuper de ça, il n'y a pas de solution. Jusqu'à date, on nous dit que les dossiers sont arrivés à la fonction publique, mais aucune situation réelle n'est encore vue là-dessus. Vous comprenez? Nous avons également parlé de la révalorisation substantielle des primes des jaunes. Vous savez, il y a des jaunes 1, jaune 2, jaune 3. Au fur et à mesure que vous allez vers des zones rurales, il y a une prime spéciale pour vous. Mais si on donne à quelqu'un 100 000 francs, il a à Yomo, il a à Yukunku, il a à Zo ou bien à Lagbara ou à Pasiazou, comme prime de jaune, ça ne va pas, prime d'éloignement très bien, ça va pas suffire. Mais si par exemple on dit que quand tu acceptes d'aller enseigner à Pasiazou, au-delà de ton salaire, tu as 2 millions, 3 millions, mais je crois que c'est un facteur de motivation. Donc, la crise d'enseignants qui se trouve aujourd'hui à l'intérieur est due à cela. Parce que tous les enseignants veulent rester dans la capitale, parce qu'ici, il y a des écoles privées. Quand il quitte le public, il va au privé. Il a des cours à domicile, il fait des brochures, il fait des cours de révision. Donc, tout cela peut lui permettre d'avoir le double ou le triple de son salaire. Mais celui-là qui va en rase campagne, à part la classe, peut-être il peut devenir cultivateur. Donc quand les gens sont là et on les mute, ils ne vont pas. Donc il faut créer un pôle d'attraction. Il faut inciter les gens à aller enseigner à l'intérieur. Nous devons penser également à cela. Et nous devons également penser au salaire de vacances. Puisque avant tous les enseignants étaient au billetage. Maintenant là, l'État paye 2 mois de salaire, juillet, août. Et quand les enseignants mangent les 2 mois de salaire, fin août, ils n'ont pas de salaire. Et quand fin août arrive, il faut encore fin septembre pour qu'il ait un salaire. Et entre 25 août et 25 septembre, ils tirent le diable par la queue. Il est très difficile aujourd'hui de savoir, de compter combien d'enseignants ont pu acheter la scolarité, la fourniture et la scolarité de leurs enfants pour aller étudier. Parce que mois d'août, fin août, ils n'ont pas de salaire. C'est fin septembre, ils ont du salaire. Donc, il y a 2 hypothèses là. Soit l'État mensualise les salaires, ou bien l'État paye le 13e mois. C'est-à-dire à partir de fin août, on paye le 13e mois pour les enseignants. Donc, on a également pensé à cela. On a également pensé à la dotation en denrées de première nécessité. Puisqu'il le faut. Les militaires ne sont pas plus payés que les enseignants, mais ils sont dotés en riz. Donc aujourd'hui, ce n'est même pas de la mer à boire. Donc l'État peut le faire. On a également parlé de la prise en charge de l'évacuation sanitaire. Et on a parlé des maladies professionnelles. Ça, c'est des risques liés à l'exercice du métier. Mais aujourd'hui, l'enseignant est malade. Mais il ne peut pas se soigner. Il fait de l'automédication parce qu'il n'a pas les moyens. Donc aujourd'hui, s'il y a une caisse de prévoyance sociale, une caisse d'assurance maladie qui permet à l'enseignant d'aller se soigner, qui existe déjà, mais et que les syndicalistes même sont là-bas. Je prends le secrétaire général du SLEG, il fait partie de la caisse nationale de prévoyance sociale. Il prend le général Abdoulaye Sow, il fait partie de l'UNAMO. Vous savez, Mansari qui vient de décéder, père à son âme, il était le président du conseil d'administration. Donc ce sont les institutions sociales dans lesquelles on trouve ces syndicalistes et qu'il fallait rendre ça vivable et fonctionnel pour permettre aux enseignants d'aller prendre des produits dans les pharmacies, d'aller dans les hôpitaux se faire consulter, mais que l'État prenne les 70%. Donc une couverture sanitaire pour les enseignants. Et pour les enseignants. Nous avons également mis un accent particulier sur ce qu'on va appeler ici la situation des handicaps. Par exemple, des enseignants qui ne sont plus capables d'aller enseigner. Parce qu'aujourd'hui, les proviseurs sont obligés de les accepter, dire obligatoirement, il faut que tu partes. Il y a également des proviseurs, des chefs d'établissement. Je vous dis, la prime d'un proviseur, vous savez, c'est combien? En Guinée, c'est 40 000 francs. À part son salaire, le fait qu'il soit appelé proviseur, c'est 40 000 francs. L'année? L'année, le mois. 40 000 francs. C'est-à-dire, s'il a 3 500 salaires, chaque fin de mois, l'État met 40 000 francs comme prime. Regardez, c'est somme dérisoire. Et on demande à ce proviseur-là de ne pas rançonner les enfants quand il s'agit des transferts qui viennent. Et quand les dotations de crèche viennent une seule fois, ils n'ont plus de dotation. Ils punissent les élèves et en retour, les élèves, en lieu et place de la sanction, envoient des boîtes de crèche. Achètent des boîtes de crèche. Donc, ils n'ont pas de budget de fonctionnement. C'est le seul pays au monde où les chefs d'établissement n'ont pas de budget de fonctionnement. Ils ne roulent que sur leur salaire. Et l'APAE que les élèves aussi payent est divisée en 3 parties. Une partie reste à l'école, une partie est gérée par l'APAE elle-même et une partie est orientée vers les DCE, etc. Comment pourrait-il
se débrouiller dans cet océan de belles misères pour qualifier le système. Quand on dit bon, les proviseurs rançonnent. Donc nous avons proposé que ces proviseurs-là aient des budgets, que ces chefs d'établissement aient des budgets de fonctionnement. Bien. Et au-delà des budgets de fonctionnement, qu'ils aient aussi des primes vraiment valorisées. Donc il y a autant d'éléments que nous avons essayé d'évoquer dans le cahier des charges que nous allons déposer au gouvernement pour faire en sorte que le système éducatif soit qualifié, puisque la meilleure ressource, c'est l'homme. Absolument. Quand vous qualifiez l'homme, vous formez l'homme, alors les ressources minières vont être transformées en place. Si nous transportons aujourd'hui nos ressources, c'est parce qu'on n'a pas d'industrie, on n'a pas d'hygiène. Si on n'a pas d'hygiène, on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Donc nos gouvernants doivent comprendre que c'est quand l'homme est formé, qu'il est capable de transformer la nature, qu'il est capable de transformer les ressources minières et par ricochet, être capable de faire des mutations profondes dans le domaine économique, politique et social. Voilà donc, on va dire, un travail assez minutieux qui a consisté à répertorier les problèmes du système éducatif et de les donc compiler dans ce cahier de charges adressé au gouvernement guinéen. On espère qu'ils prêteront attention à ce cahier de charges, donc à eux, adressé par le conseil, je veux dire le syndicat national de l'enseignant. On viendra justement à l'actualité maintenant, à la rentrée scolaire en tant que telle de la session 2019-2020. Dans quelles conditions, dans quel contexte est-ce que les problèmes sont résolus, en parlant par exemple du recensement du personnel enseignant. Nous en parlons tout de suite après quelques secondes de pause. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat et qui reçoit comme invité, comme je l'ai dit, Monsieur Pépé Michel Balamou, ou je dirais camarade Pépé Michel Balamou, secrétaire général du syndicat national des enseignants. Nous parlons de la rentrée scolaire, mais avant cette rentrée scolaire, il y a bien entendu la célébration de la journée mondiale de l'enseignant, journée mondiale à l'occasion de laquelle le syndicat national de l'enseignant a profité pour faire un cahier de charges dans lequel se trouvent compilés les problèmes du moment concernant le système éducatif et les solutions en termes de propositions qu'ils ont adressées au gouvernement. Est-ce qu'ils auront la bonne foi d'accueillir ce cahier de charges, de l'analyser et d'apporter des solutions? La question est bien posée, on attend de voir. Et puis maintenant on parle de la rentrée scolaire elle-même. Alors oui, Pépé Michel, dites-nous dans quelles conditions cette rentrée s'opère depuis le 5, notamment la rentrée scolaire de l'année 2019-2020. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a de l'engouement, d'abord chez les parents à envoyer les élèves, et que dans les écoles, les conditions de la rue des reprises se trouvent créées? Et puis après, on parle aussi de ce fameux recensement du personnel enseignant. Le recensement, bon, la rentrée scolaire, j'allais dire, elle est encore morose. Puisque il y a des traditions chez nous en Guinée que lorsque la rentrée s'effectue à mi-semaine, en milieu de semaine, que les parents refusent de venir, les élèves même ne viennent pas. Donc pour eux, ils pensent qu'il faut attendre le lundi. Dès qu'il y a un jour de consommer dans la semaine, ça veut dire que finalement, c'est une semaine perdue. Il faut attendre maintenant. Non, c'est toute la semaine qui est perdue. C'est toute la semaine qui est perdue et c'est un constat amer. En Côte d'Ivoire, par exemple, à 2 semaines de la rentrée scolaire, les parents d'élèves viennent faire l'inscription. Pour donner un engouement à une rentrée, c'est-à-dire c'est l'État. Tout dépend de l'irresponsabilité de l'État et du département qui est en charge de l'éducation. Là-bas, on vous donne, si la rentrée est prévue pour le 2 octobre ou le 3 octobre, à partir du 15 septembre,
on fait des communiqués pour dire à chaque parent de venir inscrire et réinscrire son enfant. Donc, passer ces 2 semaines-là, quiconque vient maintenant, même si tu viens avec 1 milliard, on ne te prend pas. Ça devient du sérieux. Donc, dans les 2 semaines-là, ça crée une certaine ambiance au sein de l'école. C'est-à-dire que les enfants prennent du goût maintenant à se préparer. Les parents savent maintenant que c'est du sérieux. Vous comprenez? Donc, même si c'est le vendredi ou c'est le samedi, le premier jour de la rentrée, vous allez voir les salles remplies. En Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. Au Gabon, ça se passe comme ça. En France, les rentrées sont souvent en mi-semaine, mais les élèves viennent. Sauf en Guinée. C'est en Guinée qu'on ne voit pas cela. Secondement, également, il y a la précarité. Je viens de le dire pour les anciens, nous enseignants, par exemple. Un enseignant qui a pris son salaire, c'est 2 mois de salaire à partir de fin juillet. Donc, fin août, il n'a pas de salaire. Il est à la banque. Et il n'a pas laissé le prêt de la banque là-bas pour le mois d'août, il va se retrouver septembre sans salaire. Donc ça trouve maintenant, il est handicapé de façon financière. Rares sont des enseignants qui ont envoyé leurs enfants d'abord à l'école, parce qu'ils n'ont pas encore des moyens, et surtout qu'il n'y a pas tellement de public ici. Il y avait des fournitures scolaires, et même des frais de scolarité qui sont exorbitants actuellement, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants. Donc il y a ce facteur qui est là. Donc il va falloir que l'État recadre cette situation et contrôler aussi le prix de la scolarité des écoles privées. C'est-à-dire, n'importe qui fixe le prix qu'il veut. Et chaque année, ça augmente. Et les parents d'élèves sont là et ils ont du mal. Du mercantilisme. C'est du mercantilisme, c'est purement du capital. Sauvage. Du capitalisme sauvage, du libéralisme sauvage qu'on est en train d'arriver au niveau des écoles privées. L'État peut dire, en tout cas, de telle à telle somme, les frais de scolarité ne doivent pas dépasser cela. Et on ne doit pas imposer aux parents d'élèves de payer le mois de juin et le mois de mai, alors qu'ils n'ont pas encore débuté l'année. Et les mois de mai et juin ne sont pas encore payés aux enseignants. Vous voyez ce facteur qui est là. Donc aujourd'hui, le pouvoir d'achat de Guinée de façon générale est faible. Et je viens d'une classe, les parents viennent maintenant, pour certains qui ont des moyens, commencent à inscrire leurs enfants. D'aucuns vont attendre peut-être vers la 2e semaine pour trouver où faire des emprunts d'argent et venir... Et maintenant, au-delà de la situation des parents d'élèves et tout, et cette rigueur qui n'existe pas au niveau du ministère quant à justement à la fixation d'un délai limite d'inscription des élèves, l'état même des établissements scolaires dans le public. Est-ce que vous avez fait un constat de non-préparation des établissements, ou est-ce que plutôt cette année le gouvernement a été au rendez-vous, on a rénové les bâtiments, ainsi de suite, les bancs et tout? Oui, de gros efforts ont été fournis quant à la rénovation de certaines infrastructures scolaires, mais il y a d'autres jusqu'à présent qui reste encore à désirer. Et je crois que nous avons dit dans notre cahier des charges déjà de rénover voilà, les établissements qui sont en état de vétusté très avancé. Et je crois que ça va tomber dans les bonnes oreilles. Mais ce qu'il faut retenir par là, c'est que l'inscription, comme vous le dites, la Guinée n'a pas cette tradition. Sinon, les APAE, c'est les autres, on appelle ça inscription. Si c'est 30 000, si c'est 20 000, si c'est 10 000, tout élève qui ne paye pas cela ne va pas en classe. Comprenez? Donc, ça dit on donne 2 semaines moratoires et permettant à chacun de se préparer et de venir payer les 10 000 francs, les 15 000, les 30 000, les 50 000 francs. Donc, en le faisant, et ceux qui étaient déjà dans cette école viennent se réinscrire. Donc, il y a ceux qui n'étaient pas à l'école et il y a ceux qui sont anciens dans l'école. Et donc, quand on crée ce mouvement de va-et-vient, ça va créer de l'engouement et ça crée un pôle d'attraction pour l'école. Et directement, même si on est à mi-semaine, c'est tel jour la rentrée, tout le monde vient parce que tout le monde est déjà préparé. Et maintenant, on va parler de l'autre aspect. Il s'agit du recensement du personnel enseignant qui a débuté donc depuis l'année scolaire passée. C'était censé finir pour que les résultats soient acceptés, validés, appliqués avant qu'on entame cette année scolaire pour éviter des risques de perturbation encore pour des faits de grève. Mais là, apparemment, c'est pas fini. Et vous, durant tout le processus, quelle a été votre implication? Ou est-ce que le travail reste encore à désirer, c'est mal fait et donc c'est un risque encore de perturbation à nouveau de cette nouvelle année scolaire qui commence? Bon, vous savez, on ne tire pas les leçons du passé. C'est ça le problème du Guinéen. Sinon, on a fait combien de recensements en République de Guinée et quels ont été les résultats de ces recensements? Dr Bano, d'ailleurs, venait de faire un recensement fin septembre 2018, où les résultats donnaient 11 000 et quelques fictifs. Qu'est-ce qu'on a fait de 11 000 et quelques fictifs-là et quels ont été les impacts de ces 11 000 fictifs sur le salaire des enseignants et des fonctionnaires de façon générale? Nous n'avons rien vu. Maintenant, cette fois-ci, là encore, on fait un recensement, c'est bien. Nous
toute étape, toute activité, toute démarche qui concourt à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, nous la saluons. Mais ce travail a rencontré... Donc, oui, je sais que ce travail a rencontré des difficultés, parce que ce n'était pas le travail d'un syndicat. Parce que si vous voulez faire un recensement, il faudrait que... Bon, je ne suis pas là pour personnaliser le débat. Il faudrait que les départements en charge de l'éducation soient impliqués, parce que c'est eux qui gèrent leur personnel. On sait que c'était sur la demande du les SLEG. ressources humaines, C'est le SLEG même qui si avait c'était à la demandé. demande d'un syndicat ou qui que ce soit, c'est qu'on vit dans une république, on vit dans un État qui est régi par des principes. Il y a la loi L28 qui régit le fonctionnement, le fonctionnement de la fonction publique. Donc, il est clairement indiqué que pour faire un recensement dans un domaine bien défini, je ne peux pas venir chez vous à domicile pour faire un travail sans vous associer. Alors, si je ne vous associe pas, Mhm. alors le travail que je suis en train de faire sera un travail vraiment qui sera voué à l'eau. C'est dans- Le ministère de la fonction publique devrait être aussi associé, parce que c'est lui qui recrute tous les fonctionnaires, y compris les enseignants. Alors- Le ministère du budget, là-bas se trouve la division solde, devrait être aussi associé. Mais vous savez, quand on dit fictif, ça vient de là. C'est des quoi comme ça. Parce qu'il y a une disquette qui quitte la fonction publique chaque mois pour aller vers le ministère du budget et la direction de solde, la division solde. Maintenant, si il y a des fictifs, je dis bien si il y a des fictifs, ce sont des enseignants virtuels. Quand on dit enseignants virtuels, il n'y a que des fictifs qui existent que dans la machine ou sur la disquette qui quittent la fonction publique pour venir au niveau de la division solde. Donc, c'est eux qui connaissent. Mais nos camarades syndicalistes ont pensé que les fictifs se trouvaient sur le terrain. Alors qu'en réalité, les fictifs sont fabriqués par ceux-là même qui sont dans ce département. Et il faut un audit du fichier par un cabinet d'expertise nationale ou internationale qui comprendra réellement le mouvement des salaires des enseignants, comprendre réellement où ça va. Parce que ces cadres véreux qui se trouvent dans ces départements sont en complicité avec certains cadres des banques primaires. Quand ces salaires-là sont reversés, après tout le virement et que les fonctionnaires aient été pour prendre leur salaire, on les reverse encore dans leur compte là-bas. Ils ont des comptes secrets où on reverse ces salaires-là et quelqu'un va pour tirer, pour donc en réalité, dispatcher. Donc, la seule façon d'avoir des effectifs, c'est d'associer ces différents départements et que ceci ait la volonté magnanime d'aider le président de la République à dénicher ces effectifs. Sinon, tu cherches une aiguille, ton ami a le pied dessus, il serait très difficile de trouver cette aiguille. Mais vous, du syndicat national des enseignants, à un moment, vous avez soulevé des problèmes, des contestations face à ce recensement, parce que des syndiqués de votre syndicat donc, avaient été touchés par ce travail. Est-ce que c'est résolu aujourd'hui? Bon, nous avons essayé de remonter parce que, ça il faut le dire avec clarté, que le président de la commission nous a envoyé via notre email tout le fichier de recensement et il a mentionné clairement d'apporter des corrections. C'est-à-dire que les imperfections et les incohérences qui sont de nature à porter atteinte à la profession de nos syndiqués, nous avons fait ce travail. Et il nous a également dit de dire à ceux qui sont à l'intérieur d'aller déposer leurs éléments correctifs au niveau des différents DPE. Et c'est ce qu'on a fait. Mais je sais qu'il y a une expression en droit, on dit nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire eux-mêmes, ils font partie. Parce qu'il y a même des enseignants syndiqués au SLEG qui sont aussi qualifiés d'abandon de ceci et de cela. Donc c'est cette révolte-là qui est là aujourd'hui et qui fait en sorte que le syndicalisme est en train d'être vraiment, de prendre un coup sérieux. Bien. Parce qu'on pense qu'on a traîné les enseignants dans la boue pendant 3 ans et que ce résultat, c'est de leur dire qu'ils sont des fictifs ou qu'ils ont des cas d'abandon, des cas de décédés ou des cas d'handicap physique, etc. Donc ce travail de recensement est loin d'atteindre son objectif. Bon, ça ne va pas atteindre totalement son objectif, mais ce que nous prions, que ce qui sera obtenu soit rétribué sur le salaire des enseignants. Mais je sais que la montagne accouchera du sourire. Ce que les gens pensent, ce ne serait pas ça. Quelque chose sera obtenu, mais est-ce que cela suffira pour réellement changer les conditions de vie et de travail des enseignants? La marge ne sera et je pas crois assez que nous, aujourd'hui, notre souhait est qu'il y ait une unité d'action syndicale. Et c'est ce que nous avons dit dans notre déclaration: unis, solidaires,
nous serons forts. Bien. Et pour que cela soit possible, il faut que nous travaillions dans une unité d'action syndicale, et cela sur la base du respect du principe sacro-saint du tripartisme et du respect des textes de loi qui régissent ici la pluralité du syndical en République de Guinée. Voilà, monsieur, camarade Pépé Michel Balamou, merci pour cette disponibilité et à très bientôt, on va dire. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Oui. Surtout, bonne rentrée scolaire à vous. Merci et à tous les élèves de la République de Guinée. Merci. Oui. Voilà, à vous, enseignants et élèves qui nous suivez, on va vous dire bonne rentrée scolaire et bien sûr aussi à tous ces étudiants, bonne rentrée universitaire. Et puis, merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.